Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy. Fernand vient d'atterrir et est en pleine forme. Ok, je ne me sens pas, je me sens pas un peu. Ça va, mais si, c'est dur quand Oh, même. bah oui, bah surtout que là 9 heures, directement on est reparti. ouais, 9 heures dans la tête, aller, retour, enfin, tous les 2 mois environ, ça tape. Mm. Mine de rien, ça tape. Et là, Euh, vas-y. non, mine de rien, ça secoue mais non, ça va, on est Et, bien. et quel est l'état d'esprit? Parce que forcément le résultat, enfin, nous a frustrés nous en tant que spectateurs, mais de ce que les gens ont vu de Nassourdine, je pense que tout le monde était très satisfait. Donc toi, qu'est-ce que tu retiens de cette épopée canadienne? À chaque fois qu'il y a un combat, de manière générale, les athlètes, la personne la plus affectée est d'abord l'athlète quand il y a un combat qui se passe mal. Donc Nassoudine est affecté par le fait qu'il n'ait pas gagné son combat, qu'il n'ait pas pu aller jusqu'au bout et gagner son combat. L'équipe aussi affectée. Ensuite, on se rappelle juste qu'il faut relativiser et que ça aurait pu être pire. On aurait pu avoir ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être une blessure. Ça aurait pu être donc du coup les regards sont tournés vers l'avenir. Euh, Tous les détails qui n'ont pas été sur le combat, on les visualise déjà. On se dit bon, mine de rien, il y a eu 2 ou 3 low kicks qui sont passés. C'était pas beau, c'était pas bien. Ça peut pas durer comme ça. Donc, à chaque fois qu'il y a un combat, il y a toujours moyen de voir ce qui n'a pas marché. Et puis, il y a moyen aussi d'apprécier ce qui a marché. Notamment, tactiquement, c'était pas mal. C'était ce genre de combat où, mine de rien, Nassour, il sort de là et il dit, mais c'est bizarre, en fait. Je m'attendais à une très, très forte opposition. C'est bizarre ce qui vient de se passer là. Parce que effectivement, ce genre de combat, tu peux les rendre très compliqués si tu te mets dans le mode de Chris Curtis et que tu boxes comme lui et que tu joues dans sa distance. Tu peux rendre la vie très très difficile avec une longue soirée ou tu peux rendre ça très facile si tu décides si tu es celui qui arbitre pour la distance et tu décides quand vous êtes collé, quand vous n'êtes pas collé, que voilà. Donc, ça s'est plutôt bien passé sur la stratégie de manière générale. Et ensuite, il y a ce regret-là de se dire, bon, dommage. Et par rapport à l'attitude de Nassourdine extrêmement posée, est-ce que là, on en parlait la semaine dernière, est-ce que là, toi aussi, tu t'es montré satisfait, tu t'es dit, waouh, on a encore réussi à passer un cap où tu t'y attendais? Non. Je n'ai pas été, comment dire, je ne l'ai pas caché que le travail que je faisais et le plus grand défi que j'avais, c'était d'amener Nassourdine à contrôler le feu en lui. Ils sont tous différents. Il y a ceux sur lesquels tu dois mettre le feu parce qu'ils sont très contrôlés. Il y a ceux sur lesquels tu dois contrôler le feu parce qu'il y a trop de feu et qu'ils peuvent se brûler tout seuls. C'est le cas un peu de Nassourdine. Nassourdine, il ne sait pas combattre dans une salle vide. Il a besoin d'être chauffé par le public. Bon, tu lui mets 17 000 personnes à Vancouver, tu te dis comment je vais faire pour le contrôler. Parce que quand il y a le public, il pète les plombs. Il est totalement en kiff. Et je me suis rendu compte que tous les discours et toute la partie d'entraînement cognitive a payé. Les discussions entre lui, euh, ses frères, Daguerre Imavov, grosse expérience, Ibrahim Imavov, grosse expérience, entre ses coachs, le style d'adversaire qu'on lui a placé en sparring pour le pousser à sortir de ses gonds et lui dire, bah voilà, tu vois ce qui vient de se passer là? Tu vois comment la séance d'entraînement vient d'aller en vrille là? Bah, c'est exactement ce qu'on veut éviter. C'est exactement ça qu'on veut éviter. Et pour éviter ça, voilà comment faire.
Et je l'ai souvent clamé, j'ai souvent dit que je ne pense pas que le problème de Nassoudine euh, est le cardio. Et ce n'est pas du déni. Ce n'est pas de, c'est ça aussi qui est, des fois quand on parle, les gens se disent qu'on discute et on est des gars nous sommes dans un bar et puis on discute si James Bond, quand il tourne son film, il prend des balles réelles ou pas, et puis on discute comme ça, en mode, ouais, mais non, je te dis, moi, on m'a dit que, tu vois, ça, non. Vraiment, c'est des choses qu'on peut mesurer, qu'on peut quantifier et qu'on sait faire. Nassourdine a un problème de gestion de l'effort, pas un problème de cardio en soi. Et il a souvent eu ce problème parce que euh, il combat comme il vit avec des émotions. Et aujourd'hui, on a réussi à séparer les deux. De dire, OK, tes émotions, c'est peut-être que tu as envie de donner une leçon à Curtis parce qu'il se serait moqué des Français. Mais justement, il faut que tu poses ces émotions de côté et que tu débranches ça et que tu laisses brancher le cerveau pour qu'il t'aide à calculer qu'est-ce que tu dois faire de bien, comment faire pour qu'il n'y ait pas la moindre dépense énergétique. Et tu peux le dire parce que tu vois le combat que Nassoudine a fait contre, comment il s'appelle, Sean Strickland. Yes. C'est un combat où Nassoudine, son meilleur round, c'est le cinquième round. Mine de rien, faut le comprendre. Que le round où Nassourdine refait un rebond et il a cette espèce de second souffle et il remonte la pente, c'est le cinquième. Ça veut dire que la, la, la notion d'encaisser la pénibilité de l'entraînement, d'encaisser le combat dur et d'être performant quand c'est dur, il sait le faire. Et pourtant, il était dans la pire des situations. Il était dans la situation où il joue complètement le jeu de Strickland. Il est rentré dans la distance qu'il ne fallait pas et il était dans la mauvaise distance. Et malgré ça, on est au cinquième round, il remonte la pente. Imagine s'il réussit à se mettre dans sa distance à lui souvent et qui dicte quand est-ce qu'il veut frapper fort et quand est-ce qu'il veut frapper doucement. Donc, on est arrivé à mettre des mots dessus. Genre, il y a des moments, il sait que si je lui dis net, net, il va penser à net jazz. Et ça lui permet de frapper léger. Et ça lui fait de contrôler ses frappes. Et ensuite, il choisit des frappes où il va taper très fort. Donc, on fait vraiment cette différence-là où on veut qu'il y ait du relâchement dans sa manière de frapper. On veut qu'il y ait du langage corporel avec des passages à vide, complètement comme cet amené au sol qui va faire la première amenée au sol qui passe en douceur. C'est, je fais semblant de frapper, l'autre il monte la garde très haute, bah, je fais un passage à vide dans son dos, juste son dos gentiment. Il n'a même pas vu comment ça arrive, l'amener au sol, et pourtant il a et pourtant il est sur 100% de défense d'amener au sol, et finalement, il s'est fait prendre le dos, il s'est fait amener au sol, il s'est fait prendre le dos. Et ça devient hyper facile quand il peut se contrôler devant 17 000 spectateurs. C'est ça qui est mon kiff en fait, c'est de me dire que euh, on n'est pas arrivé jusqu'au bout à cause de cette malheureuse blessure, de ce coup de tête-là. Mais pour un coach, quand tu as vu ton gars monter souvent très très chaud sur des situations très complexes où c'est dur pour lui de se contenir, quand tu es capable de voir que mentalement, il a aussi grandi en l'espace de deux combats, c'est le kiff. Et que vraiment, en termes de maturité, il a vraiment grandi. Dans la discussion, tu le sens, tu parles avec, et, euh, et tu sais, vous êtes là, et il y a quelqu'un qui arrive et tout, et qui dit, oh, mais c'est abusé, lui, il faut l'allumer. T'as vu ce qu'il a dit sur toi et tout? Il dit, genre, il ne connaît même pas ton nom. Il a dit, ouais, je vais affronter un mec là, je sais pas comment il s'appelle. Et tu vas voir un Nassau qui va sourire et qui va dire non, c'est bien, t'inquiète pas. Là, tu te dis, il y a quelque chose qui se passe.
Voilà. Et donc, voilà, j'aime ça. J'aime l'idée de savoir qu'il a grandi et que maintenant, on va pouvoir vraiment utiliser son corps comme une arme parce que il aura déconnecté les émotions de sa manière de décider comment combattre. Et concernant, Fernand, l'arrêt du médecin, est-ce qu'il y a pas mal de gens, forcément, à chaque fois les émotions sont fortes sur les réseaux sociaux. Est-ce que toi, tu vois un Curtis qui a peut-être cherché une porte de sortie, ou au contraire, t'as pas du tout de problème avec ça? Je ne pense pas. Après, euh, ok, voici comment je vais mettre le truc. Je n'ai pas... Oui, il a été très bon acteur, mais je ne pense pas qu'il ait triché et qu'il ait voulu sortir. Maintenant, c'est possible. C'est que c'est possible que j'ai vu Moi, j'étais à côté, donc du coup, je voyais de la conversation sérieuse entre son coin et lui. Et je ne sais pas ce qui... Voilà quoi, je ne pense pas. En tout cas, son coach, Eric Nix, m'a dit au moment où il est monté... je lui dis désolé, il m'a dit bah, c'est dommage pour vous, vous étiez vraiment largement en train de gagner le combat et c'est dommage pour vous. Je ne pense pas, je pense qu'il était conscient, mais je ne, quand tu es à ce niveau-là, personne n'a peur de personne, chaque moment est important, chaque occasion et chaque opportunité est importante pour impressionner les patrons. Les patrons sont là, ils vous observent. Ils vous ont mis sur une carte à pay-per-view. Euh, Chaque action de courage et de bravoure que tu ne feras pas pourra jouer contre toi. Je ne sais pas si ce serait intéressant pour lui de dire non, je ne veux pas. Ça peut être, il pourrait exagérer euh, son attitude de faire, genre, il veut vraiment, mais je ne le vois pas. Il n'y a pas de peur à ce niveau de combat. Il y a pas de, il y a des décisions réfléchies. Il y a des décisions pensées en mode, OK, concrètement. Peut-être que je n'ai pas de solution sur ce combat. Peut-être que si j'ai la sécurité d'un no contest et que je pars sans une défaite, peut-être que c'est une bonne chose. Mais ça ne veut pas dire que j'ai peur. C'est que de manière collégiale, il y a il y a un cadre institutionnel sur un combat. Quand il y a un combat, il y a des règles et vous respectez les règles. Il m'est arrivé sur les combats dans le respect des règles, de faire profiter à mon athlète de de quelque chose qu'il n'aurait pas eu une garantie d'avoir. Le style, comment il s'appelle, le champion de bantamweight actuel. Sterling? Voilà, ce genre d'exagération. Il est arrivé euh, euh, à l'époque sur un tournoi à 1 million Ouais, à ouais. Abu Dhabi avec Ramos Okuju. Il est arrivé qu'il prenne un mauvais coup de genou d'un combattant de l'UFC qui s'appelait ouais, Emonson, ou je me rappelle plus exactement. Il prend un mauvais genou, deux mauvais genoux à la tête, alors que lui, il est à genoux. Et sauf que le combat, il s'est passé vraiment mal. Il s'est passé mal et donc, du coup, lui, je vois qu'il veut lutter pour revenir. Je ne sais pas s'il a la lucidité de revenir. Je ne pense pas qu'il va pouvoir revenir. Et je lui dis, pourquoi tu te bats? Et je n'ai pas eu besoin de dire ça deux fois. J'ai juste dit, pourquoi tu te bats? Bon, il est resté assis. Et puis, bon, voilà. Parce que au point où on était là, nous sommes des professionnels. On te donne une opportunité. La personne qui te donne... Donc, du côté du monde naturel, on parle de lâche, mais ça n'a rien à voir. C'est que de la même manière que tu es un entrepreneur et tu es très rationnel dans ce que tu fais, de la même manière quand tu es un manager, tu es un coach, tu dois être extrêmement rationnel. La rationalité veut que tu regardes le combat, tu te dis, bon, quand je vois ce combat, on est mal barré. C'est très dur et tout. Euh, euh,
Ramos se met à faire tentatives d'amener au sol qui sont loupées. Il est à quatre pattes, il met les mains sur les genoux. Tu sens qu'il ne va pas pouvoir l'amener au sol. Il est en dette d'oxygène, il est en dette lactique. Tu sens que ça ne va pas remonter la pente. Il prend deux genoux plein pot dans la tête. C'est possible qu'il n'ait pas été sonné complètement. Mais c'est fort possible que les genoux les diminuent. Je n'ai aucun intérêt en tant que coach à dire je vais jouer le jeu du grand soldat vaillant qui remonte sur son cheval. Voilà, je lui dis en une langue que personne ne comprend où on était, du côté du monde où on était, et je lui dis mais non, tu te bats. Et puis voilà, donc il est possible que ce soit arrivé, mais en tout cas, rationnellement, à ce niveau, il y a pas. Quand je prends cette décision, je n'ai pas peur de l'adversaire. Je n'ai pas peur que mon gars se fasse mal. Je suis rationnel. On a mis des règles. Les règles sont simples. Si tu mets un coup de genou à quelqu'un qui a un genou à terre, tu prends une pénalité. Et tu prends le risque que la personne ne se relève pas et donc que tu perds le combat. Fin du game. Il n'a pas triché. Il a joué sur les règles qu'il a. C'est pas très chevaleresque, mais ça reste une réalité. Et donc, c'est possible que dans un monde parallèle, il y ait eu une lucidité du camp adverse qui s'est dit, bon, on est tombé dans un bourbier. Est-ce qu'on sort d'ici avec un truc en mode équilibré et on se refait plus tard, on va se réentraîner, ou est-ce qu'on fait les braves et ça se passe mal? Et on a un rouge. Et on est sur deux rouges consécutifs. Donc, si vous vous mettez avec les enjeux qu'il y a à la place de celui qui combat, à la place de ses coachs, parce qu'il y a eu un vrai entretien entre les coachs, ce qui n'est pas souvent le cas, puisque quand il y a une blessure, on met les deux combattants dans les coins neutres. Nassoudine était dans un coin neutre où on nous empêchait de le coacher, mais Chris Curtis n'était pas dans un coin neutre. Il était juste devant ses gars et il se retournait, il posait la main sur la cage, il conversait avec les coachs. Peut-être parce qu'il était blessé, du coup on ne faisait pas attention au fait qu'il soit pas dans le coin neutre, mais il aurait dû être dans le coin neutre. Et donc lors de cette conversation, il est possible que il ait posé la question, je fais quoi, et que un coach lui ait dit, ne force pas. Et Nassourdine a parlé d'une bonne nouvelle. Évidemment, évidemment, tu ne vas pas pouvoir en parler maintenant, mais je vais essayer de partir à la recherche aux indices. Est-ce que ça pourrait être du côté de l'Europe et est-ce que ça pourrait être avec le même adversaire ou pas? Parce que de temps en temps, c'est vrai que l'UFC, toi tu l'avais vu dernièrement avec Yon là-bas, où justement il y avait eu un no contest sur le premier et il s'était réaffronté à nouveau, où toi tu te dis, bon, on a déjà regardé en arrière avec Chris Curtis, là on a envie d'avancer. Ce n'est pas de notre ressort, ce n'est pas à nous de décider. Personnellement, euh, 5 minutes à la sortie de la cage, j'avais déjà demandé quelqu'un d'autre. Fait que 5 minutes après, j'étais au téléphone avec Mick et je lui ai dit qu'on souhaitait voilà, on souhaitait Jack Emerson. Et il a dit Jack est blessé, je suis pas sûr que ce soit possible. Mais moi aussi, ça m'intéresse comme match. Je vais voir s'il va guérir à temps. Ensuite, ensuite, on a parlé du numéro 7. Comment il s'appelle? Dolidze. Ensuite, on a parlé de Dolidze, toujours dans la politique de tomber vers l'avant. Et puis finalement, on est arrivé à la conclusion que on comprend que la blessure de Chris Chris Curtis, ouais. Curtis puisse guérir et que on comprend que Chris Curtis puisse vouloir refaire le combat. Auquel cas, si c'est le seul choix qu'a le matchmaker, nous, on ne dira pas non. Il n'y a pas de problème. Mais c'est relou, en fait, de se retaper un gars du top 14 quand on avait envisagé de passer ce mec-là et aller taper un peu plus haut, toujours pour maintenir la course à la ceinture. Donc, c'est une affaire sans aller trop vite non plus, mais on pense
il y a moyen d'aller chercher un peu plus haut pour le mettre dans les bonnes conditions, voilà quoi, de pouvoir un jour faire la ceinture. Donc, c'est toujours cette course-là qui est la plus intéressante. Et puis, bon, si jamais Kelvin Gastelum revient de son rêve d'aller à 77 kilos, bah, on prend. Si jamais c'est Chris Curtis euh, qui s'impose comme le gars qui est là, qui est disponible, on prend. Mais voilà, très clairement, les deux demandes ont été faites sur Emerson et Doliz. Et quand tu fais une performance comme celle de Nassour, est-ce que c'est pas, j'ai pas envie de dire risqué, mais c'est difficile de se dire on va faire mieux si on le retrouve? C'est compliqué de. Je pars toujours sur le principe que tu prends deux gars qui ont combattu ensemble, qui reviennent ensemble, les deux sont nouveaux et il faut prendre ça comme un nouveau combat. Il y a des choses, il y a une stratégie qui a été faite basée sur l'attitude et le comportement de, de Chris Curtis, son morphotype, ça ne pourra pas changer. Il y a des choses qu'on sait que sur la stratégie, quel que soit ce qu'il fera, ça refera la même chose, quel que soit ce qu'il fait, parce que son morphotype ne lui permet pas de faire certaines choses. Il y a des choses que physiquement, son corps ne lui permet pas de faire. Il n'a pas le choix, il ne peut pas le faire. Euh, et puis, il y a des choses sur lesquelles on pense qu'il peut modifier. Il peut comprendre ce qu'on a voulu, où on a voulu l'amener, et il peut modifier ça gentiment. Mais on a tous des limitations dans ce qu'on est capable de faire. On a tous des butées physiques à un moment donné. On a tous euh, des patterns moteurs qui ne changeront jamais, qui sont un peu l'ADN de comment la personne bouge. Vous savez, dans la vie de tous les jours, euh, les préférences motrices, on nous a appris aujourd'hui, on a du recul pour savoir que si jamais je suis tenu debout avec mes pieds alignés et que vous me poussez dans le dos, pour me réceptionner, pour pas que mon équilibre soit rompu, je vais devoir mettre une de mes jambes vers l'avant pour garder ce polygone de sustentation. Pour le faire, je vais choisir la jambe gauche ou la jambe droite. Et ça, c'est une préférence motrice. Et on sait qu'il y a des gens qui choisiront toujours la jambe gauche comme jambe d'appel et d'autres toujours la jambe droite comme jambe d'appel. À partir du moment où on a compris ça, on sait que dans la manière de boxer de Chris Curtis, il y a des patterns moteurs qui reviennent souvent. Euh, je suis très content je vais profiter pour dire merci à quelqu'un qui fait un travail exceptionnel. C'est François Laurent. C'est le responsable de notre pôle sol. Donc, il a beaucoup amélioré le sol des gars de la salle. Il est là depuis le début, hein, depuis le début de l'ouverture du crossfight à l'époque, anciennement MMA Factory. Mais il apporte quelque chose d'autre qu'on ne sait pas. Ce qu'on ne sait pas, c'est que les gars de chez Infinity, l'ancien club qu'on appelait NCU, font du MMA avec David Pierre, lui, et François Laurent. Ils font du très bon MMA depuis longtemps. Et très coté, très sous-coté sur le MMA, extrêmement sous-coté. Et en gros, François Laurent a trouvé un outil qui dissèque et qui nous facilite les analyses vidéo qui est incroyable. Il a trouvé un outil qui décompose et qui va regrouper toutes les actions comme tu le veux. Quand on va analyser un gars comme Chris Curtis, l'outil en question permet de découper complètement des actions offensives, les isoler et sortir des actions qui sont des patterns. Découper des actions défensives, les isoler et sortir des actions qui sont des patterns. Transformer des actions, choisir des actions de sol, de grappling, de lutte, les isoler et ressortir les actions qui reviennent le plus ensemble. C'est juste c'est génial, c'est fantastique. À partir de là, tu fais tes décisions basées sur des statistiques pures et dures. C'est pas mon imaginaire, c'est pas le côté subjectif ou le fait que j'aime beaucoup plus le grappling ou la boxe. En tant que coach, ce qui va jouer, c'est simplement statistiquement ce que l'autre fait le plus et comment il se place le plus. Et c'est juste fantastique.
Donc, Ok. merci à François Laurent. Et, et, Et tous euh, les athlètes et du Factory ont accès à ça ou c'est enfin déjà j'imagine qu'il faut que par exemple l'adversaire ait combattu à l'UFC. Enfin ça dépend aussi des échantillons vidéo que vous avez, non? c'est ça. On ne peut analyser que ce qu'on a comme quantité de vidéos. Donc, du coup, à chaque fois qu'on a l'occasion d'avoir des athlètes qui vont combattre, du moment où on a du contenu vidéo, ça change tout. C'est que avant cette période-là, je me tapais les 10 dernières vidéos de chaque combattant et je devais aller chercher, moi, ce qui me paraît être un pattern. Je devais aller chercher ce qui est souvent répétitif, ce qui revient souvent. Aujourd'hui, j'ai la donnée qui est là directement. Je peux pas, je donne un nom, ensuite je reçois un 8 transferts avec des groupes et des lots d'actions offensives, défensives, isolées en fonction de la récurrence et la fréquence à laquelle la personne fait son truc. C'est génial. C'est fantastique. Et tu l'as testé ça pour la première fois avec Nassourdine ou il y a d'autres athlètes où tu l'as testé? Enfin dans le sens est-ce que tu as eu un avant-après? Oui, il y a William Gomis, par exemple, Ok. son combat était basé sur ça. On a travaillé dessus. D'accord. Et ça, ce système-là, c'est quelque chose vous en avez déjà entendu parler avant ou ça vient complètement de vous? Parce que sur le papier, c'est vrai que ça peut déjà faire gagner un temps considérable. Et comme tu dis, ça devient des statistiques. C'est ça. Alors, ce n'est pas la panacée générale Hmm. qui colorie la vie et qui change tout, mais ça mâche un travail incroyable. Nous, le nom Factory, c'est dans le sens propre et figuré, c'est une vraie usine où on a envie de garder la quantité d'athlètes qu'on a. En termes de quantité, on est vraiment dans ce qui se fait de mieux en France en termes de quantité. On est d'accord, il n'y a pas le risque de discuter dessus, sur le fait que en termes de quantité, on a. Maintenant, l'idée, c'est de garder de la qualité sur la quantité. Et pour faire ça, il faut aller vite. Il faut garder le côté qualité alors qu'on est en train de faire de l'usine, de l'industriel. Et ça, c'est génial parce que, je te dis encore, quand moi, je dois disséquer les vidéos, alors que là, aujourd'hui, je me dis, bon, quand est-ce que Curtis Blade a lutté et a amené quelqu'un au sol vraiment? Bon, pas récemment. Et je me dis, bon, je peux prendre en priorité les phases d'anglaise. Je peux choisir de dire, je vais faire entrer dans l'équipe le feu Wilfried, cette machine de guerre de la boxe anglaise qui avait un avenir extrêmement prometteur en anglais. Je peux rentrer le Cubain Yon Lee, qui est 2 fois champion du monde amateur de boxe anglaise. Je peux rentrer le membre de l'équipe de France, Yuri, dans l'équipe, celui qui nous a accompagnés sur place. Je peux avoir ces gauchers parce que je peux dire sans risque de me tromper que statistiquement, je n'aurais pas un problème d'amener au sol. Je n'aurais pas un problème de lutte. J'ai un mec qui a les statistiques de 100% défense de lutte, mais je sais ce qu'il ne fait pas souvent. Je sais ce qu'on ne lui a jamais fait. Je peux voir les attaques. Je peux sélectionner et mettre de côté toutes les attaques de tous ses adversaires et savoir qu'il n'y a personne qui lui fait un passage à vide pour aller prendre son dos. Et à partir de là, ce n'est plus que de la mathématique pure et dure. Et cet outil, tu vas le mettre, vous allez le commercialiser, enfin, où l'idée là, c'est vraiment de le garder uniquement pour vous. Et est-ce que, je sais pas, moi, tu travailles, combien de fois tu l'as utilisé pour l'instant? Bah, l'outil, pour en savoir plus, euh, soyons patients. Ok. Allez, tout ce que je peux dire à ceux qui nous suivent, allez sur la bio. Fernand Lopez, mon compte Instagram. Sur la bio, il y a le lien. Le lien qui est dessus va vous donner tous les détails de ce qu'on va en faire, de ce qu'on va utiliser comme formation pour l'école de formation Fight Management College.
Vous allez voir des leaders qui vont vous amener sur la prochaine formation pour la compréhension de ça, l'analyse vidéo, mais c'est le- l'objet d'une formation. Ok, non, parce que je veux dire, le... C'est l'objet d'un thème de formation. Parce que ça explique aussi peut-être l'attitude aussi de Nassourdine qui était, enfin tu vois, t'es en contrôle, tu sais ce qui va arriver, tu sais ce qui se passe aussi, et finalement t'as un peu un coup d'avance sur le gars si t'as eu tout ce retard, enfin tous ces infos statistiques. En réalité, ce n'est pas inventé en réalité une Mhm. analyse vidéo. Maintenant, c'est juste que C'est plus c'est, poussé. c'est plus poussé et c'est plus accéléré. C'est que ça permet de gagner le temps énormément. Il y a des fois, sur des gros matchs, aujourd'hui, sur les gars du Factory, sur des très gros matchs, ils vont avoir des très bonnes analyses. Parce que, mine de rien, le métier, tu peux dire ce que tu veux, le métier, ça compte beaucoup. Si vous, l'expérience en tant que coach compte énormément. Si vous voulez avoir un bon coach, le premier truc que vous devez regarder, c'est un peu comme les pilotes de ligne. Quand on va embaucher un pilote de ligne, avant tout, on va demander combien de miles tu as fait dans ta carrière. Tu es à combien? Bon, OK, tu as fait, je sais pas moi, 3 millions de miles. OK, tu es jeune, c'est bon, ça te fait en 3 ans, c'est normal. Quand on a fait, je sais pas moi, 11 millions, on dit, OK, ce monsieur a du métier. Parce qu'on sait qu'il y a un corollaire directement entre ce que tu fais souvent et le nombre de problèmes que tu vas devoir résoudre. Et donc, en résumé, c'est ce qu'on appelle l'expérience. Et donc, en résumé, tu sais, il y a eu cette polémique à un moment donné où on disait euh, 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 il aurait pu ramener Reda Neptouchoulou et au lieu de ça, il a ramené Benjamin Sarfati. Ceux qui le disent n'ont pas encore eu, n'ont pas encore fait face à résoudre des problèmes de coaching. Ce que tu veux à côté de toi comme coach, c'est quelqu'un qui a des miles. Le kilométrage, ça n'a pas de prix. Je vous le dis. C'est que un mec qui se lève tous les 2 mois et coach à l'UFC pendant 15 ans, les gars, vous pouvez dire ce que vous voulez. C'est, c'est un une grosse bibliothèque d'expérience qu'il a vécu, qu'il a vu, des erreurs, une tonne d'erreurs qui ont été faites. Celui qui fait les erreurs, misez sur lui. Misez sur ça, sur ces gens qui ont, comme Benjamin, fait des erreurs. Appris, construit. Vous pouvez avoir un mec qui est 10 fois champion du monde d'ADCC, vous l'amenez, son temps de réaction pour vous donner un conseil sera tellement long qu'il n'y a pas moyen de coacher. Ça ne sert à rien. Quelqu'un qui est capable d'anticiper et de dire, comme l'anecdote que je vous ai racontée une fois sur le combat de William Gomis, où à un moment donné, il se fait accrocher et amener au sol, et alors que lui, il a le dos de l'adversaire, il le tient en ceinture arrière. Et moi, je dis, c'est bien, contrôle le met les genoux. Benjamin va plus loin dans la prudence. Il dit, laisse-le, lâche-le, pousse-le, mets un high kick, mets-toi à l'abri, lâche-le. J'ai un moment de doute. Je ne le contredis pas parce qu'il ne faut pas que William Gomis ait des informations contradictoires. Mais je laisse faire et je m'en veux après parce que je me dis, j'aurais dû renforcer ce qu'il a dit. Parce que quand je suis d'accord avec lui ou quand il est d'accord avec moi, on renforce la même consigne. Et là, je laisse passer parce que j'ai un doute et je me dis, on est bien là, il le tient. Mais moi, je surestime la force de William Gomis, ou en tout cas, je sous-estime le niveau de lutte de Francis Marshall. Parce que de la position du dos où il était,
enfin, de la position de contrôle de dos que William Gomis avait, Francis Marshall va réussir à mettre une main à l'intérieur de la ceinture, refaire face à William, ramener William sur la cage et l'amener au sol en une fraction de seconde. Cette lecture du jeu-là de Benjamin qui lit quelques secondes en avance et qui avertit, lâche-le, pousse-le, ça, c'est les gens que tu veux dans ton coin. Ça, c'est, tu sais, on parle tu sais, c'est quoi le plus puissant cheval au monde? Le cheval le plus Vas-y, puissant. vas-y. C'est un cheval belge. C'est ce qu'on appelle le cheval de trait belge. C'est le cheval le plus fort au monde. Et en gros, les études ont montré que ce cheval-là, à lui tout seul, il pouvait tirer à son max 6350 kilos. OK. Imagine quand ils sont deux, à ton avis, toi qui es bon en mathématiques, ils font combien? Les deux chevaux, ils vont pouvoir tirer combien? Alors comme ça, j'aurais dit 12 600, mais non, ça ne fonctionne pas comme ça. 12 700. C'est 350, pardon. 350, C'est j'avais ça. compris 300. Donc, on aurait dit 12 700, mais ça ne Yes. fonctionne pas comme ça. Ce Ok. qui se passe, c'est que les chevaux de trait belge, quand tu les combines ensemble, ils ont tellement l'envie de mâle dominant de vouloir montrer que c'est moi qui gère et c'est moi qui tire le plus, qu'ils produisent quasiment 15 000. Ils sont capables de tirer deux chevaux de très belles, sont capables de tirer 15 000 kilos. Voilà un peu ce que moi j'ai envie de recruter dans mon écosystème. Je voudrais recruter dans mon écosystème des coachs qui sont capables, parce qu'ils sont en train de se challenger et tout le temps se surpasser et se dépasser, que leur force ensemble puisse apporter quelque chose, une tierce force beaucoup plus forte, parce qu'il y a ce côté de la compétition positive. C'est que mes coachs et moi, on est souvent en compétition positive. J'ai envie de faire meilleur, j'ai envie d'avoir les meilleurs résultats et ça apporte une certaine positivité. Donc voilà, tout ça pour dire que euh, merci à François Laurent. Ouais, C'était le début ouais. de ma phrase. C'était le début de dire que euh, il continue à faire un très beau travail et sur le coup, pour le coup, alors les statistiques, c'est bien et tout, mais après, il faut choisir les adaptations pédagogiques. Quand je sais qu'il y a ça qui se passe, quand je sais qu'il y a ça, qu'est-ce que je choisis comme pédagogie à mettre en place, comme attitude à mettre en place? C'est pour ça que je parle d'expérience. C'est qu'à force d'avoir vu des situations, les mêmes situations plusieurs fois, tu commences rapidement à analyser, à comprendre rapidement et prendre des décisions rapides dessus. Et c'est fantastique. Mais affaire à suivre en tout cas sur ce petit outil là parce que ça m'a l'air intéressant. Fernand, sur cette carte de l'UFC 289, il y avait aussi le retour de Charles do Bronx Oliveira. On avait tous très peur et finalement il s'est imposé avec la manière, 19e bonus en carrière à l'UFC pour lui. Est-ce que pour toi là, cette victoire contre Benil Dariush, tous les doutes sont dissipés? Est-ce que t'es de ceux qui ne retiennent que le positif, où tu te dis attention à ne pas trop se laisser Non, embarquer par la culture de l'instant? non, il n'y a pas d'attention là. Là, c'est bon, les feux sont ouverts. Euh, Non, non, il nous a tous choqués. Il n'y a rien à dire. Il y a rien à dire. Il n'y a même pas à discuter. Quand tu reviens d'une défaite et que tu es capable de remonter de cette manière-là, mentalement, t'es fort. T'es juste fort. Il a surclassé. Il lui a marché dessus. Et ça n'a pas commencé à l'instant du combat. Indépendamment de ce il n'a rien dit de sale ou de crash sur Benus Darius, mais la manière dont il parlait avant le combat en disant je vais le finir, je vais le stopper, c'est là où ça a commencé. Ça a commencé sur cette assurance-là à dire certes, je n'ai pas la ceinture autour de moi, mais je vous garantis, je suis un champion. Je suis le champion dans ma tête. Je sais que je suis le champion. Je sais que j'ai fait une mauvaise marche. Je sais que ce n'était pas moi. Ce que vous avez vu ce jour-là, ce n'était pas moi. C'est important, ça. C'est important
pour Francine Ganou de dire ce que vous avez vu ce jour-là, quand j'ai combattu contre Denis Lewis, c'était pas moi. C'est important d'envisager ça. C'est important de dire ce que vous avez vu là contre Makachev. Attention, je ne lui retire rien. C'est un très bon combattant. Mais je suis arrivé, ce n'était pas moi. Je vais vous montrer qui c'est moi. Moi, me voilà moi. Il nous a mis tous d'accord. C'est que il nous a tous fait avoir honte d'avoir douté de lui. Parce que même ceux qui le kiffent le plus comme moi, j'ai douté de lui et je me dis, oh, ça va être chaud. Ça va être chaud, je le voyais monter avec un coup de genou, un pédalo hasardé, il s'est prendre une droite et tout qui l'allonge et ensuite ça se met à remonter la pente. Mais non, il n'a rien, il n'a pas été mis en danger. Même quand il était au sol et tout et que Benu Dario était sur lui, bah, il a tout le temps montré qu'il était extrêmement dangereux sur le dos et ensuite il s'est relevé et lui a marché dessus. Et est-ce qu'on y croit alors, Fernand, pour une revanche contre Islam Absolument. Makhachev? C'est le Oh, seul combat à faire. ok. Oui, ah oui, c'est le seul qu'on va faire, je suis d'accord avec toi. Mais sportivement, est-ce que tu penses qu'il peut s'imposer contre Islam Makhachev ou le précédent combat nous a montré que, comme l'a dit Islam, il y a des Non, niveaux dans ce jeu? c'est ça. C'est ce que j'allais dire, c'est que le retour qu'il fait est badass. C'est badass as fuck. Mais à côté de ça, il y a un autre niveau de badass. Marchev, c'est un problème pour la division. Et, euh, et est-ce que cette résurrection du Phénix va changer quelque chose? Je ne sais pas. Mais c'est sûr que je paye le PPV. C'est le combat à faire. Il n'y a pas de débat. Les deux autres qui auraient pu venir combattre, Gadji Et Poirier? et Poirier, sont occupés. Quand ils auront terminé leur combat, ils ne seront pas encore prêts pour aller les affronter à Abu Dhabi. Abu Dhabi, c'est bientôt. Marchev sera à Abu Dhabi. Il ne faut pas perdre de temps. Il n'y a même pas à discuter, c'est le combat à faire. Et comment tu fais dans ce cas-là? Après une défaite comme celle de Charles Oliveira contre Islam Makhachev, quel serait le plan là cette fois-ci? Euh, il est difficile Moi, je suis pas de ceux qui remettent tout en question à chaque fois que ça se passe mal, hein. Le plan d'Oliveira à la base contre Marchev n'était pas mauvais, hein. C'est juste que, bon, Marchev était à son A-game. Il arrive que tu arrives le jour avec ton bon plan, mais l'autre aussi a son bon plan et lui, il est à son A-game le jour où il est en état de flow complet. C'est fou comment la performance sportive de très haut niveau peut se jouer à des détails. Et c'est des détails qui ne vont pas parler à des personnes qui ne comprennent pas. Il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre que ça peut se jouer à comment je me suis levé, mon état d'esprit, qu'est-ce qui c'est un flash, un détail, un truc qui fait que tu n'es pas attentif. Ensuite, ça, c'est l'hécatombe, mais puis ça peut se jouer à ça. Qu'est-ce que tu veux très concrètement, Oliveira n'a pas à faire autre chose que du Oliveira qui arrive et qui frappe fort. On ne savait pas que Marachev avait une frappe puissante. On ne savait pas qu'il avait. Et puis, de l'autre côté, c'est pareil en réalité. C'est que si Oliveira n'est pas sonné au moment où ça va au sol, peut-être que l'issue du combat n'est pas pareille. Donc, j'ai juste envie de dire que les deux se rencontrent, que chacun ramène son A-game. Faut pas modifier. Il y a pas la magie, il n'y a pas à modifier. Faut juste qu'il arrive comme il fait le fou, qu'il avance en faisant son fou, en touchant, en espérant qu'il soit plus précis. Et derrière ça, bah, ça va au sol, et puis il est agressif au sol. Il a un très bon sol. Alors, on va dire, oh, mais le niveau de sol de Marchev, très solide, rien à dire. Mais c'est toujours, est-ce que nous deux, on arrive en état de flow? Est-ce qu'on a un autre A-game? C'est du très, très haut niveau. Quand ça arrive au très haut niveau, c'est le détail de la respiration, c'est le détail du centimètre du pied placé à gauche ou à droite, c'est le détail. Et il faut juste qu'on fasse les beaux combats. Et ça, pour le coup, c'est un beau combat. C'est un combat qu'on demande et c'est un combat qui a un sens. Place au main event, Fernand. On avait donc Amanda Nunes contre Aldana. Aldana qui n'a pas créé l'exploit puisqu'elle a perdu par décision
anonyme, unanime contre Amanda Nunes. Amanda Nunes qui prend sa retraite dans la foulée. Depuis, les louanges pleuvent. C'est vrai que sur le papier, superbe conclusion. Ah, elle a su prendre la retraite, c'est tout. Enfin, les louanges pleuvent pour son héritage. Elle a fait quelque chose d'excellent, elle a fait quelque chose de fantastique, l'un des plus longs règnes, si ce n'est le plus long, avec des ceintures dans deux divisions. Les divisions en question, je pense pas que ça va sauter. Je vois le niveau de recrutement de l'UFC en ce moment, ça recrute sale. Il y a une vraie intention de regonfler la KT, ça recrute à mort chez les filles en ce moment, et dans toutes les KT d'ailleurs. Il y a quelque chose qui se passe. Euh, Elle a joué le jeu, elle a fait ce qu'il fallait, elle a su sortir du game, pas trop tard, pas trop tôt. Habib est sorti du game un peu tôt. Georges Saint-Pierre est sorti du game un peu tôt. Euh, et puis, il y a certains qui sont sortis du game un peu tard. Elle est sortie du game au bon moment, au moment où elle est encore capable de divertir un peu, et au moment où elle est encore bien, elle fait le choix, elle n'est pas poussée à la porte, elle fait le choix parce qu'elle a fait assez d'argent pour mettre sa famille à l'abri. Par contre, déçu. Déçu de... Ouais, déçu de la Mexicaine. Ok, ouais. Hmm. Déçu parce que elle n'a pas essayé. Non. Ah Elle a eu ouais. 25 minutes. Sur les 25 minutes, elle n'a pas essayé. Pourtant, il y avait de la place. Selon moi, il y avait vraiment de la place. Et ce jour-là, elle n'était pas là. C'est fou parce que Aldana est extrêmement agressive, très bonne boxe, même balèze. Genre, tu veux l'amener au sol, c'est pas facile de l'amener au sol. Et là, elle a été absente. On a observé 3 rounds, on s'est dit, bon, peut-être c'est ce qu'elle fait. Peut-être qu'elle est en train d'attendre, peut-être qu'elle économise l'énergie, peut-être qu'elle va accélérer au quatrième, peut-être qu'au cinquième, mais non, rien. Jamais ça n'a changé quoi que ce soit. Elle a été monotone et s'est laissée dominer, et voilà. Elle n'était pas là ce jour-là. Et il y a des jours comme ça où Ouais. tu ne sais pas pourquoi la personne n'est pas là, c'est tout. Et comme tu disais, je rebondis là-dessus sur. C'est vrai qu'à l'UFC, ça recrute beaucoup en ce moment, mais il y a aussi beaucoup d'athlètes qui sortent. J'ai l'impression que depuis le Covid, en fait, en gros, c'est peut-être moins dur d'entrer à l'UFC, mais plus compliqué d'y rester. Pas si compliqué que ça d'y rester. Ok. En vrai, faut comprendre les codes de l'UFC. La, on va dire que la matrice, comment on appelle ça, on parle des réseaux sociaux, on parle de quoi Le nombre de followers, non, 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 le fonctionnement l'algorithme. l'algorithme, c'est le mot que je cherchais. L'algorithme de l'UFC, il faut que tu sois remarquable. Tu vois un gars comme euh, André Barrio, il n'est pas folichon, mais mais il s'est fait remarquer, il combat. Il vient, il combat. Faut pas dire non. Non. Un promoteur sportif, moi, président d'Ares, j'ai pas envie d'entendre non. Parce que c'est la loi de l'offre et la demande. Quand un athlète me dit non, je me retourne tout de suite vers les 12 athlètes qui me disent oui. Et je n'ai que ça des oui, parce que c'est l'offre et la demande. Tout le monde ferait pareil. Si vous arrivez dans un marché où euh, vous voulez acheter, je sais pas moi, un stylo, et vous avez tout le monde qui vous dit oui, enfin, vous avez tout le monde qui vous dit oui, et vous arrivez à un moment donné sur un stylo que vous aimez bien, le gars vous dit non, non, bon, non. En gros, pas de problème. À comparaison, enfin, niveau égal, machin, bon, je ne me pose même pas la question. Parce que le matchmaking est essentiellement de l'improvisation et de la substitution. Le seul game plan qui marche avec
l'évolution d'un athlète, le seul game plan qui marche dans l'algorithme d'une grosse organisation, c'est de gagner ou d'aller pour gagner. Ce n'est pas que des victoires, c'est juste d'aller avec l'intention de vraiment gagner. Le reste du cinéma que tu fais, tu t'enfonces tout seul. Ce que je dis là, ce sont les années d'expérience de mes prédécesseurs. Quand je suis arrivé dans le milieu du management, j'ai eu des, des coachs, des amis comme Andrésino, le coach, pour moi, celui qui a le plus combiné le management et l'entretien et l'entraînement au même moment, c'est le coach de José Aldo. J'ai eu des mentors en management sur le monde pur et dur, comme les gars de Soccer Punch, avec lesquels je suis encore très ami, avec lesquels j'ai fait mes premières collaborations en management. L'algorithme est simple, à moins que tu sois gravement blessé, pas blessé petit, à moins que tu sois gravement blessé, ne dis pas non. Fais confiance au matchmaking. Juste gagne ou alors viens avec l'intention de gagner. Si tu dis, bon, je vais faire mon calcul, moi je suis un mec malin. Si on me donne lui, je dis non, parce que lui, c'est pas bon pour moi. Si on me donne lui, je dis oui. Ça ne prend pas 2 ou 3 combats pour que tu sois grillé. Grillé rapidement. Personne ne te le dira. Tu vas juste constater qu'on ne t'appelle plus, on ne te sollicite pas, on n'a pas besoin de toi. Parce que on est dans un monde où on va vite. Et tu calcules juste l'offre, la demande, l'offre, la demande. Le seul truc qu'il faut avoir, c'est cette sincérité de dire à tes gars, il ne faut pas dire, mais moi, vous me donnez des adversaires forts, il faut dire, mon niveau est faible. Quand tu envisages que ton niveau est faible, c'est plus facile pour toi de prendre le truc à rebours. Tu es arrivé dans une ligue comme Ares, tu te dis, voilà le benchmark, catégorie de 77 kilos, Abdul Abduragimov. Si je n'ai pas la mentalité de me dire que je peux battre Abdul et je ne m'entraîne pas comme si je vais battre Abdul, ça va être très compliqué de naviguer. Parce que tu vas tout le temps être en train de proposer des noms des gens, proposer des éventuels adversaires. C'est la règle numéro 1 des matchmakers qui détestent les gens. Les matchmakers détestent des managers ou des combattants qui jouent des matchmakers. Il y a des matchs, il y a de dire je fais un call-out et il y a de dire je viens te suggérer de faire tel match contre tel match pour moi. C'est horrible. Parce que le matchmaker a un dessin, il a une vision vers laquelle il va aller. Il construit une histoire avec les athlètes. Tu vois, quand on prend des athlètes comme ce qu'on prend là, et qu'on fait combattre Axel Sola à 70 kilos, et qu'on fait combattre Baïsango à 77 kilos, et que non, on a une vision où on veut les amener à un moment donné. Tous les grands noms qui sortent du lot, on va les guider à une manière où, à un moment donné, il y aura le jackpot parce qu'ils vont se croiser quelque part. Et donc, quand toi, tu n'es pas de l'intérieur et que tu ne connais pas tout ce schéma-là et que tu viens imposer tes matchs à toi, tu nous gênes sérieusement. Donc, tu peux suggérer en disant, bon, s'il y a tel qui est libre, moi, je suis preneur. Mais c'est vous qui décidez. Vous voulez, vous savez qu'on est là, donnez-moi ce que vous voulez. Mais s'il y a tel qui est libre, moi, je suis preneur. Parce que le call-out vient aider la construction de la ligue. Mais la meilleure manière de penser à toi-même, parce que j'entends beaucoup ça des athlètes qui disent, mais non, moi, je pense d'abord à moi. Hein. Moi, je ne vais pas penser à la ligue. Moi, je pense d'abord à moi. C'est très stupide. La meilleure manière de penser à soi en tant qu'athlète, c'est de se rendre indispensable. La meilleure manière de se rendre indispensable, c'est parce que
tu viens avec l'intention de gagner et tu viens tellement avec l'intention de gagner que quand il y a une carte qui est fragilisée par un retrait, on fait appel à toi. Il y a des gens qui n'étaient pas prévus sur la FAT4 de juin, mais tu fais appel à eux parce qu'ils sont bengals et qu'ils disent oui. Bah, c'est le cas de l'UFC. De manière générale, et ça a pris du temps à ce qu'on le comprenne, quand il y a des sorties inexpliquées de l'UFC, ce sont des sorties expliquées pour les matchmakers. Mais ils vont pas t'expliquer. Mais c'est juste que c'est gênant d'avoir quelqu'un qui explique, oui, non, mais tu vois pas que lui, c'est un peu chaud, même moi, lui, mon gars, il a besoin de se refaire parce qu'il a perdu récemment. Joue pas les matchmakers. Laisse les jouer et ça se passe mieux. Et donc, en général, c'est ça qui se passe. Vous allez voir des cas de grosses défaites à l'UFC qui restent là super longtemps. Mais parce que dans l'entretien entre le matchmaker et l'athlète ou le matchmaker et le manager, il y a une fluidité, il y a une compréhension. C'est plus compliqué que ça. D'être dans une organisation où tu ne peux pas choisir quand tu veux l'adversaire et tu es prêt à prendre n'importe qui. Tu gagnes encore plus d'argent que si tu choisissais de dire que tu ne prenais pas. Et en plus, ça te motive à t'entraîner. Parce que tu ne t'entraînes pas. En gros, tu ne te limites pas ton niveau et ensuite tu choisis un adversaire qui matche à ce niveau. Non, tu choisis l'adversaire et tu matches ton niveau au niveau de l'adversaire pour le battre. Ok. Bien. Fernand, on va conclure cet épisode avec une petite page Arès le 23 juin prochain. La carte du futur pour Arès, en tout cas la carte où tu poses ici et là les futurs chocs des 6 prochains mois, prochaines années, parce qu'il y a beaucoup de noms et beaucoup de noms qui entament un run vers une coalition annoncée. Enfin, annoncée, que l'on suggère. Oui, c'est ça. Si je pouvais donner des surnoms à des Fat Cats, cette Fat Cat serait surnommée le futur. C'est une Fat Cat où on est quasiment sûr que 60% de la Fat Cat vont finir à l'UFC. 60% des mecs qui combattent le 23 juin, vous allez les regarder à l'UFC sur UFC Fight Pass et Canal+. Et voilà. Ça va arriver un jour. C'est une fatalité, ça va arriver un jour. Parce que, il y a un transfert très clair, par exemple, qui pourrait se faire entre Baki et Flynn Escudo. Ça pourrait se faire. Il y a un transfert très fort entre de Fredas et Dagir Imavov, qui pourrait être bien aussi. C'est pas facile, c'est un très gros combat celui-là. Et puis, il y a limite pour bien voir la carte, il faut commencer vers la fin avec Suarez. C'est un petit prodige qui est tout jeune, qui est tout petit, mais Kenzo, il fait des trucs incroyables. C'est très spectaculaire ce qu'il est capable de faire. Et puis en remontant avec Hugo Guillon, que vous connaissez déjà, mais qui va affronter Donatello, qui ne s'est pas encore réellement présenté au monde du show. Et si on a un Donatello qui nous donne 30% de ce qu'il fait à la salle, ça va être le kiff. Les gens vont vraiment kiffer. Ça va être très, très bien. Face à Hugo Guillon, c'est un gros match. Paulin Béguet, un vétéran que vous connaissez déjà, il est jeune, mais il est vétéran pour moi. Dans ce que j'appelle le futur, je vous parle par exemple de Youssouf Binaté, il est en train d'entrer dans la phase où il va pouvoir affronter ses kryptonites. C'est un bon striker. Et il y a le moment où tu as tellement peur du striking, tu n'arrives pas à affronter des gens qui sont en opposé avec toi. Tu as tellement peur de la lutte parce que tu es un bon striker, tu ne peux pas te permettre d'affronter n'importe qui. Et Youssouf Binaté entre dans la dimension où, quand je l'observe combattre,
et pourtant il n'est qu'à deux, trois combats. Il est dans la phase où il peut commencer à affronter des ceintures noires de jiu-jitsu brésilien ou de très bons lutteurs de l'équipe de France sans avoir un souci parce qu'il gère très bien l'anti-lutte et la boxe anti-lutte. Et c'est un plaisir à voir. Donc, je suis très impatient de le voir œuvrer. Euh, Virgile Auguin, c'est le futur, sauf qu'il va croiser un autre futur. Mantas, c'est un autre futur. C'est compliqué. Il est vraiment fort. Il est vraiment complet. C'est un gros match à regarder. Et puis, bien entendu, Ilian Boafia, c'est mon coup de cœur. Il a un truc, ce petit-là. Il a un truc particulier. Je sais pas. Son aura, son style, son attitude. Je l'ai vu s'entraîner avec Cyril Gann. C'était beau à voir. Ils ont quelque chose dans la famille des Boafia. Ils ont un truc qu'ils font de pas mal. Alors, j'ai pas envie de le jinxer. Je n'ai pas envie de le mettre dans une situation où voilà quoi, j'ai pas envie de parler de lui parce que du coup on attend beaucoup et si ça ne produit pas, bah, c'est très décevant et tout. Mais j'aime beaucoup son style. On va dire ça. On va dire que la manière dont il combat, la manière dont il lutte, il boxe, j'aime beaucoup son style et donc je vais volontiers, si tu es à côté de moi et que tu as un petit pot de popcorn et tout, je veux bien pour ce combat-là, qui fait un popcorn. Et puis Axel Sola, on ne le présente plus. Tout le monde sait que on en a longtemps parlé. C'est le prodige de chez Aldri Cassata. C'est un phénomène qui est en construction, encore en construction. C'est un phénomène et je pense que dans le futur, il va croiser beaucoup de phénomènes. Parce que dans sa caté, entre euh, Topal, même si je crois que Topal en ce moment travaille pour descendre à 66 kilos, mais entre Topal et puis, comment il s'appelle, et puis même le petit Mohamed Bayo. Et puis, à côté de ça, il y a de quoi faire. Il y a des très bons noms chez les nouveaux. Je ne te parle pas des anciens comme Aliou Niaye qui va faire le co-main event de cet événement du 23 juin. Mais en tout cas, cette fight card-là me hype beaucoup parce que Ah bah elle va euh, très bien vieillir, et puis dans quelques années on voilà, pourra dire c'est on y était. Voilà. c'est ça. C'est ça. C'est de la même manière qu'il y a certains qui ont regardé euh, Connor combattre avec Joe Duffy à l'époque où Cage Warrior et ils ont pu prédire l'avenir. De la même manière, je sens que sur cette fight card, il y a vraiment l'avenir. Il y a vraiment, et même des potentiels matchs énervés, en fait, chez Ares. Et puis, c'est en train de se matérialiser l'écriture de l'histoire du MMA avec ce qui se passe à Ares. Jamais. Heureusement qu'on a un gros roster et qu'on recrute nous aussi tous les jours. On recrute. Là, on repasse encore une nouvelle phase de recrutement parce que mine de rien, l'UFC nous a dépouillé ces derniers temps. On n'a jamais eu autant de. Là, il y a, euh, il y a une flyweight, deux bantamweight qui partent à l'UFC le mois prochain. Là, l'UFC vient encore de prendre trois filles sur Ares. Et, et deux gars sur Ares. Oh, Donc ça va vite. regardez-le, 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 regardez-le. Aïe, 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 Donc, aïe, donc, aïe. donc ça va vite. La question est de se dire quel est le prochain, quelle est la prochaine pépite. Non, j'aime ça parce que mine de rien, l'histoire se construit comme ça. La vérité, c'est que l'héritage que tu tires un jour de ton métier, toi, Guillaume, c'est c'est les progrès que tu vois sur ceux de tes amis que tu as tirés avec toi. Il y a quelque temps, moi j'ai suivi votre évolution et j'ai vu l'évolution de la sueur, j'ai vu l'évolution de PUI par exemple, de Big Rusty et je vois ce qu'il est devenu.
je pense que moi, j'en suis trop fier. Je le vois, je suis content de ce qu'il est capable de faire aujourd'hui. Et je pense que toi qui es à l'initiative de tout ça, je pense que ça te fait une fierté quand même de te dire que mine de rien, tu as construit un petit empire de communication. Aujourd'hui, tes gars sont partout, un peu partout. C'est les gars qui, enfin, ils se sont un peu ils sont rentrés dans le tissu de la communication, à gérer les comptes des réseaux sociaux des personnes très connues. Je vois un peu tout le système et je me dis, c'est ça aussi qui est la fierté, de se dire que, mine de rien, tu peux dire ce que tu veux, mais quand tu revois tous ces mecs-là qui sont maintenant imbibés un peu partout, des personnes qui ont été, à un moment donné, mes élèves que je vois devenir des coachs ouvrent des salles de sport, qui deviennent des indépendants, qui deviennent des grands combattants à Las Vegas et tout, tu te dis, tu construis quelque chose dans l'histoire. Mine de rien, tu participes à quelque chose. Ben, c'est la même chose que Arès est en train de faire aujourd'hui. C'est que, mine de rien, il y a des gens qu'on voit passer là, qui ne vont pas durer longtemps. Et 2, 3 ans sur Arès, et puis ils sont passés à autre chose. C'est bien d'avoir ça comme... alors qu'Arès est si jeune, de savoir qu'Arès construit comme ça l'histoire et que, de manière très officielle maintenant, l'UFC veut dès qu'ils veulent piocher et lancer un gros recrutement, ils nous envoient un message pour dire, bon, on a besoin de recruter, on a besoin là, est-ce que tel est disponible, est-ce qu'on a besoin de ça tout de suite. Et là, on s'est dit, on construit l'histoire aussi. Et ben voilà, la boucle est bouclée. Ares number 16, le 23 juin. Ferdan, merci beaucoup.